Alors, Jean-Baptiste l'a bien souligné dans son introduction. L'idée d'aujourd'hui, c'est tester l'hypothèse d'un changement de cycle, de la place de ces grands projets d'aménagement dans le pilotage de la transformation des grandes métropoles. Est-ce que ces grands projets changent de nature? Est-ce qu'ils changent de fonction, etc. Ça a été bien souligné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que ça va être un travail collectif de définition, de propositions, finalement, pour essayer de caractériser ce changement, sur quel aspect il porte, etc. Et puis aussi essayer de comprendre aussi les temporalités de ce changement de cycle. Mais pour faire ce travail de description du changement, il faut peut-être dans un premier temps, et ça va être l'objet de cette table ronde de ce matin, d'essayer de revenir sur la place qu'ont eu ces grands projets urbains dans la transformation des villes françaises, avec une chronologie, on va dire, c'est des années 80, 2015, 2020, enfin on se met à peu près d'accord sur cette idée-là, qu'il y a eu, pendant cette quarantaine d'années, une importance très grande de ces grands projets qu'a cité à l'instant Jean-Baptiste. Et pour en discuter, essayer de caractériser ce moment, on va faire une table ronde où on sera donc 4 au-delà de moi-même, et je vais présenter très, très brièvement les intervenants. Alors parmi les intervenants, donc Jean-Louis Subilo, qui est Grand Prix de l'urbanisme 2001, qui m'a envoyé son CV. Alors il y a beaucoup de choses. Alors je vais simplement relever les éléments qui sont les plus liés à ce qui est aujourd'hui. Vous êtes depuis 2010 co-gérant d'une fabrique de la ville, qui est une société de conseil sur l'accompagnement à la transformation urbaine, aux projets urbains. Et avant, vous avez eu beaucoup d'expérience dans l'urbanisme opérationnel, mais j'en cite 3 parce qu'elles sont, on va voir tout de suite le lien évident avec la question du grand projet urbain. Entre 1998 et 2010, vous avez été directeur général délégué de la Société d'économie mixte en charge du grand projet de Lille et de Rallille. Voilà. Entre 2003 et 2008, vous avez été responsable pour la SEM Val-de-Seine Aménagement du projet de transformation de l'île Séguin et des rives de Seine à Boulogne, donc aussi grand projet, cette fois-ci francilien. Et puis l'autre aussi, parmi les expériences, une autre aussi francilienne, c'est directeur général de la SEM nationale Tête Défense entre 86 et 91, au moment de la construction de la Grande Arche. Donc ça fait effectivement évidemment, on vous remercie très vivement d'avoir accepté notre invitation, parce que vous êtes évidemment un acteur clé de ces grands projets urbains et de leur relation avec plus généralement la transformation de la ville. Et pour discuter avec vous, 2 universitaires, donc Gilles Pinson qui est à distance, mais Gilles, tout le monde te voit bien dans la salle parce qu'il y a un très grand écran. Gilles Pinson est professeur de sciences politiques. Il est un des responsables nationaux scientifiques du programme POP Sud Transition. Et pareil, pour pas tout citer, j'ai quand même cité un des livres de Gilles les plus marquants pour notre sujet. C'est en 2009, tu as publié un livre qui s'appelle « Gouverner la ville par projet », qui est une comparaison européenne, et qui s'interrogeait, on pourrait dire, à chaud, enfin on peut dire ça, à 2009, on était encore dans ce mouvement où ces grands projets étaient centraux, sur leur signification politique, urbaine et sociale. Et peut-être ça peut être intéressant, si tu reviens 15 ans après, d'une certaine manière, sur la manière dont tu lisais ces transformations au début des années 2000, le temps que tu rédiges ta thèse et la publies, avec aujourd'hui le regard rétrospectif que tu peux avoir sur ce moment-là. Et puis notre troisième participant, c'est Johan Mio, qui est professeur à l'université Gustave Eiffel et qui est chercheur dans un laboratoire qui s'appelle LATS, Territoire Technique Société, et qui a fait beaucoup de travaux sur les villes en déclin démographique, sur différents sujets. Et sur notre sujet précisément, tu as publié il y a très peu de temps avec Nadia Arab et Gilles Krag un livre qui s'appelle « Vers un nouvel agir métropolitain », qui retravaille ces questions-là. Alors, avant de laisser on m'a demandé un petit travail, donc je vous le livre là, de relecture POPSU1, des premiers travaux du POPSU et de la manière dont on analysait tous ces grands projets. Alors, j'ai pas pu tout lire, mais notamment, c'est intéressant dans toute la collection POPSU1, La ville en train de se faire,
avec un ouvrage sur Lyon 2009, Montpellier 2010, Bordeaux. Aussi un ouvrage à la même époque, Gares et dynamiques urbaines de 2011, dirigé par Jean-Jacques Thérin. Et puis un certain nombre aussi de livres Pop Sud 2, notamment L'éveil métropolitain, l'exemple de Bordeaux en 2018, ou encore Faire Métropole, les nouvelles règles du jeu de Marie-Pierre Lefeuvre en 2015. Voilà, c'est une sélection d'ouvrages que j'ai regardé récemment là, pour préparer aujourd'hui, en essayant finalement de faire une synthèse qui sera, je vous rassure, relativement courte, mais de la manière dont on caractérisait, alors que ces grands projets étaient en plein de production, la manière dont ils se faisaient et leur lien avec le projet métropolitain. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, ce qui caractérise ces grands projets urbains, je vous propose de retenir quatre ingrédients, quatre particularités qui sont... et qui font qu'en fait, c'est ces quatre éléments ensemble qui ont disparu, même si chacun isolément peut évidemment survivre, enfin exister, etc. Ces grands projets urbains, il y avait quatre grandes caractéristiques. La première, c'est que c'était des grandes opérations de redéveloppement de la partie centrale ou péricentrale, enfin immédiatement à côté du centre, de grandes agglomérations. Voilà, ça c'est la première caractéristique, et bien souvent d'ailleurs, comme l'a rappelé Jean-Baptiste, liée à l'amélioration des transports collectifs, soit à grande distance, soit locaux avec des tramways, bus en site propre, etc. Donc c'est partie centrale des agglos. Deuxièmement, il y a un lien avec la stratégie métropolitaine, c'est-à-dire c'est des opérations qui sont d'une certaine manière des microcosmes ou des révélateurs en petit à échelle réduite, on pourrait dire, d'une ambition qui est portée à une échelle métropolitaine. Troisième caractéristique de ces projets, souvent il y a une incarnation très forte par un professionnel, le plus souvent un architecte, et un ou deux élus, mais plus souvent un élu pour qui cette opération est emblématique, signe, etc., de très fortes affirmations. Et puis, quatrième caractéristique de ces grands projets urbains, c'est que souvent, c'était un levier d'affirmation du pouvoir local, juste après la décentralisation, d'un pouvoir local souvent intercommunal, enfin voilà, de pouvoir local, et puis bien souvent aussi d'extension de ce pouvoir local aux banlieues ou aux marges périurbaines, d'extension du pouvoir local. Et quand on relit le programme POPSU, je pense qu'il y a trois villes où finalement ces caractéristiques-là se retrouvent peut-être le plus chimiquement pur, on va dire ça comme ça, tout se retrouve. La première, alors, c'est Montpellier. Alors à Montpellier, il y a un article de Jean-Paul Vol et Laurent Viala qui s'appelle « De Polygone à Odysseum, un dessin de ville » où vraiment on a ces ingrédients-là, parce c'est le projet péricentral, Polygone, Antigone, Port-Marianne, etc. Donc toute, je dirais, l'extension à l'est de la centralité montpelliérienne. Donc voilà, projet central, figure de l'architecte Beaufil et pour l'architecte, et puis Georges Frêche pour l'élu local. Affirmation du pouvoir local, c'est aussi la très forte rivalité qu'il y a eu entre le pouvoir local et les services de l'État pour imposer toutes ces transformations. Au service d'une stratégie métropolitaine de développement de Montpellier, la Surdouée, la métropole, la technopole, etc., etc. Donc on a vraiment là à Montpellier très fortement les ingrédients. On les retrouve aussi fortement à Lille, et là donc en relisant POPSU Métropole, un article de Francis Hampe qui raconte tout ça. Alors là, l'architecte, c'est Rem Koolhaas, l'élu, c'est Pierre Mauroy. Évidemment, dans les professionnels aussi, Jean-Louis Subilo est cité. Voilà une incarnation très forte des projets. Lien avec la stratégie métropolitaine, c'est replacer Lille, le redéveloppement des Hauts-de-France plus généralement que Lille, en profitant de l'arrivée de la grande vitesse et de la connexion avec l'Angleterre d'un côté, Paris, et puis le nord de l'Europe de l'autre, avec Bruxelles, Rotterdam, etc. Et puis ce projet de confortation de la centralité lilloise, avec un grand centre commercial, des bureaux, etc., qui sont là. Le troisième exemple peut-être, je dirais, très très proche de cette épure-là, c'est celui de Nantes, où on a
l'île de Nantes qui se développe sur les anciens chantiers navals, très évidemment la figure de Jean-Marc Ayrault très fortement investi sur ce projet-là, avec l'idée aussi que c'est à la fois un projet urbain, mais aussi un projet de développement d'une agglomération, notamment basée sur les industries culturelles et créatives, le renouveau du tertiaire, etc. Donc voilà, on a un ensemble de villes qui proposent ça. Ce que j'ai vu aussi, c'est que tout de suite, quand même, voilà, aussi pour discuter cette caractérisation, que dans d'autres villes, il y a souvent un pas de côté, c'est-à-dire on n'a pas forcément les quatre ensemble. Alors je ne vais pas tous les citer, mais par exemple à Marseille, avec Euroméditerranée, il semble que la greffe locale est moins prise, c'est-à-dire c'est un grand projet de redéveloppement du centre, mais effectivement, les élus locaux s'en sont saisis d'une manière beaucoup moins vigoureuse, si ce n'est dire avec parfois une certaine réticence ou hostilité. L'exemple de Lyon est aussi un petit peu différent, puisqu'en fait, à Lyon, certes la Part-Dieu, mais la Part-Dieu, c'est un projet des années 60, Confluence, c'est un peu plus tard, c'est finalement la décennie 2010, et donc à Lyon, finalement, il y a ces ingrédients, mais avec peut-être une autre temporalité et finalement d'autres figures. Le cas de Bordeaux est aussi assez différent, et cette fois-ci, c'est peut-être la géographie qui est différente, puisque quand on relit les deux ouvrages sur Bordeaux que je vous ai cités tout à l'heure, bien sûr, il y a un investissement central à Bordeaux et que les rives de la Garonne, etc., mais finalement, c'est plus un projet polycentrique, puisqu'il y a toujours un peu, quand on regarde les trois lieux, quoi, du côté de la gare Saint-Jean au sud, rive droite Bastide à l'est, et puis tout le développement Bordeaux-Nord. Donc on voit qu'il y a une figure voilà, comme ça qui se développe, mais dans les ouvrages Popsu, on voit aussi, et ça peut être intéressant d'essayer de voir, je dirais, les pas de côté qu'ont pu faire l'une et l'autre des métropoles et revenir finalement sur les configurations, soit géographiques, soit politiques, soit économiques, qui ont expliqué finalement la difficulté je dirais, d'avoir une typologie très fine et de bien définir ce qui s'est joué à cette époque, qui est l'objet de cette première table ronde. Donc voilà un petit peu ce retour, voilà, que je m'étais pour essayer de... Ce que j'ai fait, moi, c'est essayer de caractériser d'une certaine manière par les productions de cette époque ce grand projet urbain, mais voilà, puisque c'était des ouvrages, c'est intéressant aussi de revoir les mots qui se font aussi sur Popsu. C'est la ville en train de se faire, et on voit aussi très bien, je dirais, l'imprégnation forte des chercheurs avec les mots, les modes, etc. de l'époque. On voit bien même aujourd'hui, voilà, il y a un grand changement en une quinzaine d'années, il y a des mots qu'on n'utilise plus, on parlait beaucoup de rétroactivité, on ne l'utilise plus, etc. Donc là, il faut se méfier aussi, à mon avis, d'un certain nombre d'effets de mode qui signalent peut-être plus des changements rhétoriques que des changements réels. Mais donc, voilà, l'objet de la table ronde, c'est de prendre le recul, on est en 2025, pour essayer de caractériser cette période, et on a, pour ce faire, du temps, parce qu'on a 55 minutes, donc on est à l'aise, et on a, pour que la parole circule bien, et on a préparé ça avec vous trois, 4 champs de questions qu'on va faire les uns après les autres, et donc tout en prenant le temps, gardez-en sous la pédale pour les questions d'après. Je dis ça pour éviter des grands exposés, c'est pas des exposés d'un quart d'heure chacun. On est levez la main, intervenez, on n'est pas très nombreux, et il n'y a que des gens ici qui connaissent très très bien le sujet. Donc effectivement, il faut que la parole circule, et signalez-vous dès que vous avez envie je dirais même avant de passer un dialogue suivant pour entamer le dialogue. Ça peut être, je pense que c'est comme ça que ce sera le plus sympathique et le plus vivant. Alors, la première série de questions que j'ai envie de vous poser, ces grands projets urbains, voilà, que j'essaie de caractériser de 1980-2015, ils sont aussi le fruit d'une évolution des conceptions de la ville et de l'urbanisme. Voilà, c'est aussi voilà, des projets qui sont nés d'une mutation d'une vision du bon urbanisme, et derrière donc de la bonne ville. Et peut-être c'est intéressant si vous revenez, chacun de vous trois, sur finalement les origines intellectuelles de ce moment-là. Qu'est-ce que vous voyez comme ligne de force, comme grande conception, vision, qui vous semble avoir été
à l'origine, ou à une des origines de ce moment qu'on essaie de caractériser des transformations des villes. Donc on a bien préparé les questions, mais pas à l'ordre de passage. Donc c'est le premier de vous trois qui montre l'envie de prendre le micro, à qui je le cède. Alors c'est Jean-Louis Subilou. Je commence, puisque je suis l'aîné ici, et donc comme il s'agit d'une rétrospective, je vais même aller revenir un peu en amont de ce que tu as dit, Xavier. Voilà, alors comme on disait à l'époque, d'où je parle, 68, d'où je parle. Et tu as oublié et je ne t'en veux pas du tout, mais je le signale parce que ça vous comptait dans mon parcours, les 12 ans que j'ai passés à l'atelier parisien de l'urbanisme au début de ma vie professionnelle, qui sont pour moi fondateurs. Parfois je dis, je n'ai pas fait d'école, j'ai fait le tour. Bon, dans un contexte que j'évoquerai là. Pour le reste, vous avez très bien, à la fois en introduction, Jean-Baptiste Marie et Xavier, très bien retracé les principaux ingrédients des grands projets et puis la liste des grands projets. Donc, j'avais établi tout ceci et je vois que je n'étais pas trop en dehors des clous. Alors, d'où je parle? Je parle donc en tant que témoin d'abord, et pas en tant que... Je parle en tant que témoin. Excusez-moi, je vous coupe, on va changer de micro. Oui, mettez bien prêt. Oui, alors je parle en tant que témoin à partir de cette expérience, pour éviter les erreurs de mémoire. J'ai essayé de me replonger notamment pour répondre à la première question, ce que je lisais à l'époque, ce qu'on lisait à l'époque dans ma génération. J'ai souvenir que pour moi, le démarrage est quand même 68. Il se trouve que par hasard, j'ai eu la chance de monter pour le ministère de l'Équipement à l'époque le colloque Urbanisme et Sociologie à Royaumont, les 1, 2 et 3 mai 68. Il y avait là beaucoup de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. L'ingénieur des ponts, à l'époque, était dominant dans la parole sur l'urbanisme. Il y avait des élus. Il y avait le célèbre Royer, maire de Tours, qui était là, enfin, parmi... Et il y avait des jeunes chercheurs. Et Tonka, vous connaissez sans doute Tonka, qui ensuite a écrit pour Nouvelle, qui a eu une maison d'édition, etc. Et voilà que la belle ordonnance de cet atelier sur l'urbanisme et sociologie tourne à la foire d'Empoigne. Les jeunes sociologues montent sur les tables et disent au Grand Prix de Rome qui sont là, arrêtez aux élus royais notamment, la même chose. Voilà. On en a marre de vos phallus et de vos crayons, de ces projets dessinés, etc. Donc, on se demande ce qui se passe avec Jean-Paul Tristram, qui était professeur, pour qui je travaillais, donc j'étais le secrétaire du colloque. Et on se retrouve, on dit qu'est-ce qui se passe ce soir? On rentre à Paris, on a compris. Mai 68 a éclaté. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des bascules de milieux culturels et politiques, hein, c'est culturel au sens large, qui sont très importants. Alors après, je voudrais donner je voulais faire un petit détour par une idée qui m'est chère, qui récapitule à peu près tout ce que je dirais ce matin, mais qui est la question des temporalités en urbanisme et en aménagement. Parce que la temporalité en urbanisme et en aménagement est très complexe. Et je pense que c'est un sujet de recherche important. L'installation des idées nouvelles et jusqu'au changement opérationnel s'opère très lentement. Très souvent, il y a une irruption d'un milieu culturel, d'un nouveau discours, de nouveaux concepts qui apparaissent dans les milieux de recherche. Mais ensuite, pour que ça passe
auprès du milieu qui fait la ville ensuite, et auprès des élus, il peut s'écouler 5, 10, 15 ans. C'est-à-dire que ce mouvement va produire des changements de manière extrêmement lente. C'est très long de tourner la page. Et mon hypothèse, c'est que les grandes opérations naissent beaucoup au moment où les changements culturels et intellectuels sont mûrs et rencontrent un changement économique. Bon, ça pourrait être discuté, et c'est pourquoi les grandes opérations peuvent prendre leur envol, puis après, créer un rejet, et nous y sommes aujourd'hui à la période du rejet. Alors le mouvement des idées, donc d'abord, qui guide ces grands projets, dans quelle atmosphère culturelle ils émergent. À cet égard, d'ailleurs, les livres de Jacques Lugan sont très intéressants. À l'époque, la parole des ingénieurs est dominante. Bon, les ingénieurs des ponts, Jean Billier à la Défense, c'est les grandes figures. Et les grands patrons des filiales techniques de la Caisse des dépôts. Ça domine tout l'aménagement en France. Parfait et Leroy, qui sont les patrons des grandes filiales de la Caisse des dépôts, se font présenter les projets de ZUP ou les grands projets d'aménagement avec les maquettes, et peuvent renverser une tour, la couper avec leur canif. Voilà, on est vraiment dans un monde totalement vertical, celui qui est bousculé par les événements que je viens de rappeler. Et émergent donc les discours des sociologues, des géographes, des historiens, avant que la parole des architectes prenne le pas sur la ville, plus récemment. C'est l'époque aussi où il y a vous l'avez dit, mais les métropoles d'équilibre, vous voyez, sont inventées par Guichard, bien avant, et évidemment, elles vont être un des ferments des projets dont nous allons parler. Alors, l'influence des sociologues, c'est Henri Lefebvre sur le droit à la ville, c'est François Choët, c'est des géographes, Jacques Bouche-Garnier, Lacoste. C'est surtout une sociologue qui a une influence considérable, Jane Jacobs, qui, avec le déclin et la survie des grandes villes américaines, après son apologie, par exemple, des trottoirs, thème qui est tout à fait contemporain, mais qui apparaît très vite, qui vient dominer le discours, si vous voulez, et bousculer le discours dominant des ingénieurs et des grands prix de Rome. C'est le retour à la ville, donc pour chez les architectes, on lit Aldo Rossi, on lit Carlo Monimo, on lit Paolo Partoghesi, c'est Hans Koloff, c'est Claeus, c'est Liba à Berlin. Tous ces éléments sont des éléments très, très importants. Et un peu plus tard, l'influence de Bogias, des Jeux Olympiques à Barcelone, qui était tout à fait dominant, et d'Alvaro Siza. Donc en France, la génération qui symbolise tout ça, c'est Grimbach, c'est Paneret, c'est Paneret et Castex, c'est le typomorpho, comme on disait à l'époque, on s'accusait d'être typomorpho. La pure est typomorpho. Alors, il y a aussi, bien sûr, les gens qui vont prôner les grandes mégastructures, comme Grégotti, et à l'opposé, le postmodernisme qui apparaît, Robert Venturi, Krier, Culot, Lucien Kroll. Donc tout ça anime le débat. Les débats sont vifs entre les intellectuels, mais dominent le retour à la ville. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro, parce qu'ils n'entendent Oui, pas bien là-bas. pardon, excusez-moi. Dans tous ces thèmes dominent le retour à la ville, dans ce changement opérationnel, et émergent des nouvelles personnalités, notamment avec les concours du Pan, que ce soit Castro, Lyon, Port-Zampar, Nouvel, du Sapin-Leclerc, Perrault bientôt. Donc c'est cela qui est le terreau intellectuel. Alors les grandes commandes vont se multiplier. Je crois qu'il est très important,
venant des grands-mères. Et il est très important de noter l'influence des grands projets de l'État sur la vague des grands projets urbains qui vont suivre. Je pense que beaucoup de grands-mères ont été souvent des premiers ministres et reviennent et voient qu'on peut faire un grand projet, faire un couple avec un grand architecte. Et donc, je crois que ça a joué un rôle très important, ces grandes communes. Voilà. Et à la fin des années 80, on arrive dans un autre discours. Et finalement, Euralil, indépendamment des ingrédients qui sont communs aux autres grands projets, apporte une autre dimension qui est apportée par M. Colas, qu'on va retrouver dans ses livres, Mutation ou autres, qui est à la fois l'importance de la ville des réseaux, mais pas simplement des tramways ou des métros, la ville des grands réseaux à grande vitesse et des métropoles internationales liées entre eux. Donc, et l'idée qu'il y a une sorte de communauté virtuelle, par exemple à Euralil, on a une communauté virtuelle de 120, 250 millions d'habitants qui arrivent puisque Euralil est le fruit aussi du tunnel sous la Manche et de l'Eurostar et du Thalys. Et donc, cette idée, vous voyez, que s'impose une sorte de réseau des grandes métropoles internationales dans laquelle il faudra compter et qui est un réseau virtuel bien loin de ce qu'on observe aujourd'hui quand on parle de la ville du quart d'heure. Alors, évidemment, on voit tout le saut quantique, comme dirait Colas, qui s'opère, et je pense que tous ces éléments sont très importants. Donc, et après triomphera la ville générique. Alors, je voudrais, et puis je m'arrêterai là pour l'instant, j'évoquerai des grands projets par l'après. J'ai essayé de les classer par typologie, selon moi, avec mon recul. Juste pour terminer, si vous voulez, en prenant du recul, on remarque qu'il y a la plus forte différence dans les discours, c'est qu'on ne parle pas ou très peu d'écologie. Et pourtant, le Club de Rome, c'est 70, le rapport Mido, c'est 72, et il y a une sorte d'impensé de cette question à cette époque. Voilà. Et je ne sais pas si j'évoquerai maintenant, parce que j'ai été assez long, le contexte historique, mais c'est vrai que ça découle de toutes les observations des sociologues, des géographes, aussi des observations que l'on peut faire à la pure avec la Banque des données urbaines, c'est la crainte du dépérissement de la ville-centre. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on n'imagine pas ceci, mais à l'époque, avec le modèle américain de villes très diffuses, qui semblent triompher dans les publicités sur les modes de vie, on peut penser qu'on va vers un dépérissement des villes-centres qui est contre le modèle européen, et c'est contre ce dépérissement que va lutter la génération des grands projets. Merci beaucoup. Alors, Gilles, je te laisse. Toi, quelle lecture tu fais de ces origines, on va dire, intellectuelles de ce moment des grands projets urbains? On voit que Jean-Louis Subilot met beaucoup l'accent sur l'évolution, ce qu'en disent les sociologues, les architectes, les géographes, hein, plutôt les sciences humaines et sociales, et aussi les architectes. Et toi, comment tu relis cette période-là et ces adossements intellectuels, théoriques ou autres? Merci et bonjour à tous. Alors, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, Xavier, comme l'a dit Jean-Louis Subilot, c'est important de retracer, enfin, de replacer les grands projets urbains dans une généalogie intellectuelle et une généalogie aussi des débats au sein des communautés, des architectes, des urbanistes, des sociologues, etc. Parce que ça permet quand même de dépasser une vision un peu téléologique qui peut dominer aujourd'hui, consistant à voir les projets urbains parce qu'aujourd'hui ils sont identifiés comme étant les instruments et les leviers de rayonnement de métropoles devenues très arrogantes. On a tendance à les réduire justement à cette incarnation d'une forme de néolibéralisme urbain. Or, il faut bien avoir en tête que ces projets urbains tels qu'ils émergent dans les années 80, 90 et 2000 sont, à travers tout un ensemble
de thématiques et de manière de voir la ville et de manière de faire la ville sont des moments de cristallisation d'un nouveau paradigme urbanistique, aménagiste, dont les germes apparaissent dans les années 70 hein, et qui se structurent autour notamment de la critique des conceptions fonctionnalistes, autour d'Henri Lefebvre, autour de Jane Jacobs. Ils se cristallisent aussi autour enfin, ils sont la cristallisation d'une critique, une volonté de dépasser l'hygiénisme, une volonté de reconnaître un rôle aux espaces publics, au-delà de leur rôle de circulation. Ils sont la cristallisation d'une volonté de redécouvrir les qualités de la ville héritée. Et donc, d'une certaine manière, effectivement, ces projets urbains, au départ, se préparent avec Jane Jacobs, avec l'école de Bologne, hein, et la volonté notamment de réinvestir les centres anciens et de récupérer, de revaloriser le stock de logements que sont ces centres anciens, enfin que constituent ces centres anciens. Et on pourrait même considérer que, même si l'écart entre Rallil et l'Almagar est peut-être un peu abyssal, mais que d'une certaine manière, la vogue des projets urbains naît avec les ateliers populaires d'urbanisme de l'Almagar, avec cette redécouverte et cette revalorisation de la ville héritée. Euh, Ce qui est important aussi pour éviter une forme de, de présentisme dans la manière dont on observe ces projets urbains aujourd'hui, c'est que, comme l'a dit un peu Jean-Louis, alors même si j'entendais pas très bien, mais je pense que ces projets urbains sont portés par des acteurs qui ont envie de faire mentir les prophéties sur la mort des villes, le déclin urbain, tel qu'il peut se préfigurer aux États-Unis. Ce projet urbain, je pense qu'il faut aussi le dire, c'est une manière plus ou moins implicite de vouloir prolonger et théoriser et décliner dans des manières de produire la ville d'un modèle de la ville européenne, un modèle de la ville européenne dans ses compacts. Et tous les projets urbains dont on a parlé sont une volonté quand même de revenir au centre, de régénérer les centres, pour redonner toutes ces lettres de noblesse et toute sa splendeur à un modèle de ville européenne. Voilà. Et c'est un tournant important ces années 80-90 parce que c'est un moment où, d'une certaine manière, les élites sociales en Europe redécouvrent l'intérêt de ce modèle urbain européen. Et je pense que là encore, c'est important de le dire parce que, encore une fois, aujourd'hui, quand on voit un certain nombre de pamphlets écrits sur la critique de la métropole et de son incarnation dans les projets urbains, il y a une tendance à oublier qu'à l'époque, militer pour le retour en ville, pour le réinvestissement de la ville urbaine, la ville européenne héritée, c'est pas forcément être dans le mainstream, hein. C'est une position assez militante et assez marginale. Alors qui effectivement, par une ironie de l'histoire, va devenir un peu l'incarnation de la ville, de la métropole européenne arrogante. Mais voilà, je pense qu'il faut toujours avoir en tête ça n'était pas gagné et qu'au départ, militer pour le réinvestissement de ces quartiers centraux, c'était un pari. Voilà. Euh, alors après, on peut avoir une lecture un peu plus critique, hein. David Harvey, lui, voyait dans le passage de la planification fonctionnaliste à la vogue des grands projets urbains, une espèce de tournant postmoderne, une, une tendance des urbanistes à abandonner les grands récits et les grands projets de transformation de la ville par la planification urbaine. Et David Harvey voilà, théorisait le passage du planning au design comme une espèce de tournant postmoderne où finalement ces grandes visions de redistribution par la planification urbaine étaient un peu abandonnées. Bon, voilà, c'est une lecture, mais enfin, je crois que c'est une lecture qui a ses limites. Bon, voilà, effectivement, moi, j'insisterai pour bien resituer disons, le programme intellectuel des projets urbains des années 90-2000 dans cette généalogie, dans cette mutation très lente, avec des effets, comme l'a dit Jean-Louis Subilo, très, très lents sur la fabrique urbaine, une mutation dans des manières de concevoir ce que c'est que la ville et ce que doit être la bonne ville.
Alors, oui, il fonctionne ou... Ouais, peut-être que celui-là, il va mieux fonctionner. Bon, je vais faire comme Jean-Louis Subilo, je vais peut-être mentionner d'où je parle au départ et vous expliquer la manière dont je vais parler de projet urbain. Donc c'est un compte-rendu, en fait, je vais parler principalement du cas de Lille à partir d'une recherche-action qui a été menée avec 2 collègues, Nadia Arab, qui est professeure en urbanisme, mais sociologue des organisations de formation, et Gilles Krag, qui est ingénieur et sociologue des organisations. On a mené une recherche-action de 4 ans avec la métropole européenne de Lille et la ville de Roubaix autour des questions de métropolisation et de production opérationnelle de la ville. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'est effectivement intéressé au cycle du grand projet urbain dans le cas de cette agglomération de Lille et nous amenant à questionner à travers d'autres expériences aussi bien franciliennes, lyonnaises, marseillaises ou autres, ce cycle du grand projet urbain. D'abord, effectivement, le premier élément dont on peut rappeler, c'est que l'action par projet n'est en rien nouvelle et qu'elle n'est antérieure au grand cycle du projet urbain à partir du moment où on considère que faire projet d'urbanisme et pas grand projet urbain, c'est une activité de transformation matérielle de l'espace et de ses usages dans une perspective jugée meilleure, constituant un système d'acteurs qui a 2 activités principales. D'abord, définir un devenir pour cet espace, et puis d'autre part, le mettre en œuvre à travers une activité de concrétisation, donc une activité de faire advenir cette définition. Et effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que effectivement, à l'articulation des années 60, de la fin des années 60 aux années 70, il y a l'émergence et un renouvellement intellectuel extrêmement important autour de ces pratiques de faire la ville. D'abord, effectivement, le passage d'un urbanisme d'extension au passage, en tout cas, d'un discours en faveur d'un renouvellement urbain sur des friches, en faveur et aussi en réaction à cette crainte de la disparition de la ville, ou en tout cas de son déclin. La mise en question d'une légitimité de l'action publique urbaine par des revendications habitantes, effectivement l'Almagar, mais aussi tout un tas de luttes urbaines qui ont eu cours dans cette décennie des années 60-70, ont joué dans le renouvellement des idées autour du grand projet urbain, notamment dans l'attention au contexte territorial, aux formes urbaines héritées de la ville européenne, et donc ce retour à la typomorphologie, à un urbanisme de la rue qui a joué son rôle de manière importante dans les formes architecturales du projet urbain. On peut penser aussi à ce glissement d'un pilotage étatique à un pilotage décentralisé, laissant une place beaucoup plus importante à la coproduction publique et privée de la ville, d'un passage d'une relation privilégiée d'architecte ou d'ingénieur à un collectif de conception beaucoup plus large, parce que même si on retient souvent la figure tutélaire de l'architecte démiurge dans le grand projet urbain, malgré tout, c'est aussi un des premiers moments où on voit des collectifs de conception beaucoup plus ouverts, avec donc des bureaux d'études, de programmation qui prennent une place importante, de nouvelles expertises qui sont intégrées dans le collectif de conception urbaine, derrière ces figures d'architectes très connus comme Rem Koolhaas pour Euralille. C'est aussi donc ce passage d'une approche prévisionniste qui était incarnée par la planification à cette idée de la reconnaissance d'une situation plus flexible, ouverte, marquée par des incertitudes et qui essaye d'intégrer beaucoup plus fortement la question de la temporalité et de ces incertitudes donc dans le déroulement du projet urbain. C'est enfin aussi cette critique de l'urbanisme fonctionnaliste et de ses principes hérités de la Charte d'Athènes qui vers le retour ou la revalorisation de cette mixité fonctionnelle autour de ce modèle de la ville européenne comme ça a été mentionné.
Et puis c'est aussi un nouveau modèle de développement économique et une montée de la question du développement économique aux frontières de l'urbanisme qui va donc structurer les choix d'aménagement, notamment autour de certains mots d'ordre hein, que sont la concurrence interurbaine, l'attractivité, l'excellence économique. Et le cas de Lille est assez emblématique hein, de cette question-là. Et ce qui me semble aussi important de noter, hein, c'est à quel point le grand cycle du projet urbain est lié à l'idée de métropole. Et c'est là où, effectivement, c'est important de mentionner cet acte politique d'identifier des métropoles d'équilibre en 1963, parce que ça rappelle que, dans le cas français, la métropolisation est aussi un projet politique public. Et que la métropolisation, c'est bien aussi un processus qui est fait de décisions publiques et privées, et que dans ce contexte-là, dans le contexte français, la métropolisation est aussi liée à l'affirmation de ces grands projets urbains qui ont eu vocation à parfois transformer les situations économiques de villes qui étaient très en difficulté, comme c'est le cas de l'agglomération de Lille, hein, qui était marquée par un profond déclin de ses structures économiques, un effondrement complet de son système économique qui a amené les élites, à la fois économiques, politiques, universitaires locales, à se convertir à l'idée de métropole, alors même qu'ils ont défendu pendant toutes les années 70, jusqu'au début des années 80, l'idée qu'il fallait maintenir la ville industrielle. Et c'est aussi le passage de cette conversion à l'idée d'une métropole tertiaire, d'une métropole marchande, qui permet l'émergence de ces projets urbains et qui va faire du projet urbain l'instrument de ce projet de métropolisation pour l'agglomération de Lille. Et il me semble qu'on peut retrouver des échos sur cette double dynamique, faire métropole et faire projet urbain dans de multiples territoires. Donc, je voudrais m'arrêter hein, pour dresser ces premières idées, en tout cas sur cette évolution d'idées. On voit bien que c'est un moment de transformation extrêmement important et un renouvellement de la pensée sur la ville, et qui a deux éléments, à la fois un renouvellement des pratiques urbanistiques et architecturales d'un côté, mais aussi un renouvellement des cadres de pensée du développement territorial, notamment autour de cette idée de faire métropole et de provoquer une transformation des systèmes économiques et territoriaux français. Merci, merci à vous trois. Et en vous écoutant, je me faisais peut-être on peut tous se le faire, c'est de se dire aujourd'hui, vu qu'on est en train de questionner finalement le changement de cycle, on peut se dire quelles sont les évolutions des conceptions culturelles, d'architecture, de développement, etc., qui expliqueraient cette nouvelle bascule. Parce que je trouve que, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez bien cette... En fait, vous avez bien exprimé à vous trois enfin, je veux dire, la convergence entre des évolutions de sociologues et puis d'économistes, etc. Et tout ça converge à un moment pour se cristalliser dans le grand projet urbain. Et en vous écoutant, j'étais un peu songeur en me disant, ce serait quoi les figures 2010-2015, les ouvrages, les pensées, etc., qui introduisent une bascule. Mais c'est pour cet après-midi, mais c'est pour qu'on y cogite déjà en vous écoutant d'une certaine manière, en faisant l'éventuel parallélisme entre les deux périodes d'émergence d'un nouveau modèle. Peut-être le deuxième temps de notre échange, c'est revenir sur la question la relation entre grand projet urbain et évolution du pouvoir local. Voilà, ça on l'a tous dit, mais peut-être on pourrait essayer de prendre un petit peu plus de temps pour caractériser ce lien. Et peut-être, je vais pas... sciences politiques, peut-être que vu la nature de la question que je pose, je vais peut-être laisser Gilles le premier répondre à cette question-là. Comment en gros, tu vois le lien évolution des systèmes de gouvernement locaux, enfin, et des systèmes de gouvernement plus généralement, et projets urbains, et est-ce que même à l'intérieur de cette période 80-2015, là qu'on est en train d'analyser, tu vois des jalons intermédiaires? Enfin voilà, je te laisse rebondir sur cette question. Oui, merci. Effectivement,
Il y aura une première lecture. Alors, je ne sais pas si Jean-Louis Subello aura envie de développer cette lecture, mais qu'on entend souvent et que vous avez rappelé dans les propos liminaires là, des projets urbains autour du couple du grand maire ou de la grande mairesse et du grand architecte urbaniste. Alors, effectivement, je pense que c'est une composante il faut avoir en tête, même si je rajouterais aussi le grand maître d'ouvrage, parce que c'est aussi un trio qui est intéressant. Alors, un cas que je connais bien, celui de Nantes, c'est pas uniquement Hérault Chemetov, c'est Hérault Chemetov Terry. Euh, Effectivement, et cette dimension est intéressante, mais il faudrait faire attention quand même à pas tomber dans le récit héroïque qui est souvent un récit qui est servi par les acteurs eux-mêmes. Alors, on a le droit il faut les écouter, mais je pense qu'il faut voir peut-être un peu plus large et voir en fait, et tu l'as un peu dit Xavier en introduction, que ce moment des projets urbains, en tout cas pour ce qui est le cas de la France, correspond à un moment à la fois de mise en œuvre et de digestion de la décentralisation, tout simplement, et que c'est un moment qui est un moment de passation de pouvoir entre l'État et les gouvernements locaux. Il y avait l'État qui était très actif en matière urbaine à travers des grands projets, à la fois que ce soit des projets de l'urbanisme d'extension, de réalisation d'infrastructures ou des projets de rénovation urbaine, version années 60-70, comme Mériadec par exemple à Bordeaux. Et puis il y a un creux après dans les années 70-80 qui correspond à la crise et un moment de relance de la planification et de l'aménagement qui voit émerger les beaux grands projets urbains dont on parle. Euh, et ces grands projets urbains dont on parle sont effectivement plutôt le fait de pouvoirs à la fois municipaux et aussi souvent intercommunaux, mais pas systématiquement, qui sont en train de se structurer. Et en même temps, je pense qu'il ne faudrait pas voir uniquement ces grands projets urbains comme le fait des seuls élus urbains, des seuls élus municipaux, mais plus largement d'un système de pouvoir qui se recompose de manière très progressive dans ces années. Euh, et justement, les grands projets urbains sont un moment où un certain nombre d'acteurs vont apprendre à identifier leur position dans ce nouvel système d'acteurs où l'État est peut-être un peu moins présent, où les municipalités et les intercommunalités doivent prendre un peu plus de place, où leur structure périphérique, leurs satellites, agences d'urba, SEM, plus tard SPL, etc., doivent aussi prendre leur place et doivent aussi apprendre à composer les unes avec les autres. Et ces moments de construction, d'élaboration et de mise en œuvre de ces grands projets urbains sont marqués par le tissage de nouvelles formes de relations. Moi, j'essaie toujours de le représenter par un passage entre des relations très verticales entre un État tout-puissant et des acteurs locaux qui sont plutôt suiveurs, à un système beaucoup plus horizontal et réticulaire, où se tissent des liens nouveaux entre, par exemple, les municipalités, les intercommunalités, mais aussi des acteurs qui sont obligés de sortir de leur rôle un peu de fournisseurs de services un peu génériques, comme les universités, les ports, qui deviennent des acteurs du développement local et avec lesquels les municipalités notamment apprennent à retisser des liens. Alors, comme souvent, enfin, dans le cas de Nantes par exemple, c'est un grand projet urbain qui a lieu sur des friches portuaires. Bah, le port doit apprendre à ne plus être uniquement un bras armé de l'État qui gère des flux, mais aussi un acteur des politiques urbaines locales. Et tout ça fabrique des nouvelles relations beaucoup plus réticulaire, beaucoup plus horizontale. Euh, c'est un moment aussi d'incertitude où les gens, enfin les différents acteurs, les différents protagonistes essayent d'apprendre leur rôle. Et donc ça crée un moment d'incertitude, de fluidité des relations, certains flous autour des conceptions qu'on veut développer dans le projet urbain, parce qu'en gros à l'époque on n'a pas de martingale du projet urbain qui fonctionne. Et c'est pas un hasard si les années 80-90 sont le moment aussi où émerge la notion de gouvernance, qui est très associée à ces grands projets urbains, et qui qualifie d'une certaine manière cette plus grande fluidité des relations, une forme d'horizontalité des relations, alors dont on peut penser aujourd'hui qu'il s'agit d'une parenthèse qui s'est refermée. Alors pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, moi pour avoir bien observé
le projet Île de Nantes. Ce qui est intéressant, c'est que cette fluidité des relations, elle se traduit par voilà, c'est la recomposition d'un certain nombre de relations entre la ville, ses satellites, le port, l'université, l'État, etc., les promoteurs. Et puis à partir des années 2010, par exemple, au moment où finalement on voit que ça commence à marcher, on voit que le projet urbain La Nantaise commence à donner ses fruits en termes d'attractivité, d'élévation des valeurs foncières immobilières. Bah, finalement, les acteurs peuvent avoir l'impression d'avoir trouvé la martingale, que bah, trouver la bonne formule du projet urbain n'est plus un enjeu puisqu'on l'a trouvé. Et on voit d'une certaine manière une certaine rigidification des systèmes de pouvoir au niveau local, qui clôt un peu cette grande période d'innovation des années 90-2000 et qui voit un peu les situations se rigidifier. Et moi, je vois le signe de tout ça, selon moi, c'est que progressivement, on voit à la tête des grandes structures d'aménagement arriver des gens qui viennent pas tellement de ces réseaux des militants de la ville, qui vont voilà, être ces grandes figures de maîtres d'ouvrage dont je parlais tout à l'heure, comme Laurent Terry, mais de plus en plus, on va voir à la tête de ces structures d'aménagement va arriver des gens qui viennent plutôt des cabinets des élus et qui sont plutôt là pour essayer un peu de verrouiller le système de pouvoir, quoi. Et d'une certaine manière, à partir des années 2010, je pense qu'on clôt la période des grands projets urbains avec tout ce qu'ils avaient de tâtonnement, d'invention de nouvelles manières de faire. Et là, finalement, on déroule. Comme diraient les architectes, on tartine, on reproduit un modèle du grand projet urbain et on perd un peu euh, cette dimension de fluidité des relations, de pluralisation des systèmes d'acteurs. On revient à une beaucoup plus grande centralisation des systèmes de pouvoir autour des administrations municipales et des métropoles, euh, avec peut-être une forme d'appauvrissement des réalisations. Et ça, je laisse ça au débat. Alors, une petite réaction? Oh bah, allons-y. Oui. Je voulais apporter un élément, enfin, je ne sais pas s'il faut le mettre dans le débat, mais j'ai le sentiment, enfin, pour avoir vécu professionnellement toute cette période également, 3 mai, je passais le concours d'architecte de la mission des Beaux-Arts. On ne parle... Et vous êtes, monsieur? Parce que Pardon? vous êtes Bernard Landreau. Voilà, mais pourquoi? Oui. Je ne vois pas apparaître dans la discussion la loi d'orientation foncière, la création des agences d'urbanisme, la loi de 77, la création des CAUE. C'est-à-dire qu'il me semble que ces projets urbains apparaissent à un moment où simultanément les cadres de pensée juridiques et intellectuels de l'aménagement du territoire et avec la décentralisation des pouvoirs donnés aux villes de penser leurs projets, toutes les villes dont on vient de parler, si vous voulez, ce sont toutes les villes qui ont démarré par les tramways, par exemple. Ça ne me semble pas indépendant, ça ne me semble pas indifférent au sujet dont on parle. Et alors ça, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque, d'ailleurs elle est corollaire de la première, c'est qu'il y a la LOF, mais ensuite il y a la loi SRU, qui change la donne également intellectuellement. Et donc ma question, alors d'une part, je pense que chaque ville est un cas particulier. On aurait pu parler d'Hippodamos, qui est un Scott avant l'heure, par exemple. Ou on aurait pu parler de Lyon. En fait, Lyon, très tôt, met en place un groupe de pensée intellectuelle qui pense que ça va être la deuxième Barcelone. Et ils sont, avec Chabert ou Noir, ils sont très en avance dans la pensée politique. Bon, et si vous voulez, je pense que si on détache le sujet projet urbain de ce fond intellectuel et de ce fond politique, on passe un peu à côté de la question. Et je terminerai par le séquençage. Parce que je crois que quand on parle des années 80-90, peut-être jusqu'à 2008, c'est un cycle. Et après, il y en a un autre. Enfin, c'est important dans notre discussion de bien avoir en tête les séquençages et le temps dont parlait Jean-Louis Subilo.
Merci, merci. Donc, je vous passe la parole. Donc, merci pour cette intervention. En réagissant sur les deux propos, celui de Gilles Pinson et de Bernard Arnault, donc sur la relation finalement aux élus, et puis ce séquençage intermédiaire, parce que Gilles en proposait un avec une rupture qu'il fait intervenir vers 2010, et c'est un peu la même pour vous. Donc, c'est peut-être intéressant voilà, est-ce que vous partagez cette lecture? Oui, Bernard Landau a parfaitement raison. Enfin, le contexte juridique très important, notamment la LOF, les agences d'urbanisme, les SCOT, enfin, tout ce dont on a parlé intervient dans un cadre juridique qui a beaucoup évolué de l'aménagement et qui permet d'ailleurs les grandes opérations, parce que finalement, elles s'appuient sur ces documents. Alors, un point que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si c'est à ce moment-là que tu voulais l'évoquer, mais puisqu'on parle des grands élus qui ont joué un rôle très important dans les métropoles dont nous évoquons les exemples ici, c'est le fait que le grand projet qui réussit est quand même celui qui est lancé avec une vision stratégique de l'avenir de la ville, et deuxièmement, avec un réseau d'acteurs très, très important. Et tu l'as évoqué tout à l'heure. Je pense que pour Montroy, non, je vais commencer par Frêche. Pour Frêche, à Montpellier, il y a une vision qui peut paraître absolument incroyable, c'est d'affirmer la singularité de la ville, son caractère méditerranéen, romain, hellénistique, d'où le choix de Bofill et l'idée d'aller jusqu'à la mer. Ça a l'air idiot, mais vraiment, il y a une force dans le concept qui a été suivi jusqu'à aujourd'hui. Et je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je pense que les grands projets ont gardé, du fait de la force, de la stratégie qu'ils ont incarné, une capacité actuelle, de potentiel, avec une grande adaptation des projets, mais dans la même ligne stratégique. Pour Jean-Marc Ayrault, l'île de Nantes ne vient pas tout seul. Il y a les travaux de la Selle sur l'estuaire de la Loire, il y a l'avenir du port, c'est la réflexion sur le plan Loire. L'île de Nantes vient dans cette réflexion. L'avenir de Nantes est sur la Loire, peut-être à un moment pense-t-on que c'est encore autour de son port, et l'île de Nantes est là, au bord du centre, et dans le fond, Roland Ries aura la même idée à Strasbourg. On n'a pas parlé de Strasbourg ici, mais l'opération Strasbourg-de-Rive, lancée un peu plus tard, dans une génération suivante, mais par Roland Ries, avait été précédée par pas mal de projets qui tous avaient objet d'aller jusqu'au Rhin. Et ça a un sens, y compris avec la coopération franco-allemande, etc. Donc je cite ces idées parce que, si vous voulez, souvent elles disparaissent. Alors, pour Lille, évidemment, c'est flagrant. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Montroy, j'ai beaucoup connu Jean-Paul Bayetto, qui était un ami. J'ai travaillé un peu avec Rem Koolhaas et échangé beaucoup avec lui. Il est clair et avec beaucoup d'acteurs lillois, que pour eux, le projet Euralille venait de loin. Il venait. Pierre Montroy, ne l'oublions pas, était l'artisan, et pas le signataire, mais l'artisan principal du tunnel sous la Manche, avec Margaret Thatcher, et s'est battu pendant 5 ans pour que le TGV passe dans l'île et non à l'écart, comme passe le TGV à Tours voilà, ou à l'écart de Nancy, et entre Nancy et Metz. Donc, il s'est battu pour cela. Et deuxièmement, il y avait une autre idée. Pierre Montroy, quand il lance Euralille, n'est pas encore président de la métropole. Arthur Notbar, qui est le président de la métropole lilloise, la communauté urbaine de Lille, comme on dit à l'époque encore, n'est pas favorable à Euralille. Pierre Montroy est le maire de Lille, il a vu le dépérissement de sa ville, notamment du Vieux-Lille, qui tombe en ruine. Le dépérissement des usines, Roubaix, Tourcoing, l'effondrement absolu. Et donc, il faut donner un coup de pied au fond de la piscine.
Ce coup de pied au fond de la piscine, il pense, il le trouve avec l'appui, pas du tramway, parce que c'est une autre force, c'est vraiment d'être en relation avec Paris et avec Londres, avec les grandes métropoles. Et ensuite, c'est la désindustrialisation absolue partout. Tous les grands projets dont on parle, ils naissent sur des terrains industriels ou portuaires abandonnés. Ça, et à l'époque, on pense que la tertiarisation est l'avenir de la ville. L'idée de la ville créative viendra un peu plus tard, et l'île de Nantes a été précoce dans ce sens-là. Et donc, voilà, on va faire émerger un pôle tertiaire, essayer d'attirer les sièges sociaux de niveau européen, et ceci au cœur de la métropole, pour faire métropole. Comme on l'a dit, on est aux franges du centre, et pour faire métropole, et pour qu'on ne parle plus de l'île Roubaix-Tourcoing, mais pour qu'on puisse parler de la métropole européenne de Lille, symbolisée par Euralille, qui n'est pas bien vue, qui peut paraître extraterritorial, mais qui, dans le fond, est le lien entre toute cette agglomération. Et comme il faut faire un équilibre dans les communautés urbaines, dans les métropoles. On lance en même temps le projet de l'Union sur Roubaix et Tourcoing. On va lancer un peu plus tard le projet Euratechnologie et de l'ADEUL pour satisfaire l'homme, etc. Donc, on lance d'autres projets. Un point que je voulais aussi évoquer, parce que c'est cette vision de la ville, je l'ai parlé pour ces métropoles, ce serait vrai aussi pour pleine commune, hein. On pourrait parler de pleine commune ici parce qu'on parle surtout des métropoles, mais pleine commune, le plan Hippodamos 93, c'est la vision de Rallit et de Braouzek de faire face à la désindustrialisation. Les communistes ne voulaient pas, avant on disait on va garder les terrains pour mettre des usines, on tire un trait, on ne mettra pas d'usine, on va faire un grand projet, et ce grand projet avec une vision très, très claire qui est pleine commune. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le contrepoint qu'on oublie souvent, c'est que, on le sait pour la défense, on fait la défense pour qu'il n'y ait pas la cité financière au cœur de Paris, et pour que ce ne soit pas Londres. Mais on fait aussi, quand on fait Euralille, Pierre Mauroy lance immédiatement la restauration du Vieux-Lille. Et Rem Koolhaas le dit bien, ça. Si d'abord, Euralille touche le Vieux-Lille. Quand j'étais directeur d'Euralille, j'ai refait les remparts de Lille et le parc Matisse, les remparts de Lille, le vieux Lille, la porte de Roubaix, le faubourg réhabilité, restauré au grand réseau de transports internationaux. C'est la même chose. C'était la même chose pour Chaban à Mériadec. Je pense que Mériadec a été fait pour prévenir le centre de Bordeaux qui serait classé par l'UNESCO. Donc c'est un point qu'on oublie souvent, mais les grands projets sont plus complexes. Alors je vais arrêter là parce qu'autrement je vais dépenser mon temps. J'aurais aimé parler des outils et des moyens, mais on en parlera toujours parce qu'on a créé des outils dédiés, ce qui est très important pour tous ces projets. Je vais réagir, Yoann, et puis après je vous madame. Oui, sur ce deuxième élément, effectivement, si dans la littérature ou même plus généralement aussi dans la littérature écrite par les acteurs qui font la ville, il y a cette mise en avant des figures mayorales, notamment en lien avec cette décentralisation, l'affirmation des pouvoirs communaux. Moi, je voudrais surtout insister aussi sur le rôle des technostructures et des bureaucraties locales dans la diffusion et la structuration de ce cycle du grand projet urbain. Parce que, en fait, cette circulation d'idées, elle va aussi s'incarner dans des pratiques, dans ce qu'on appelle dans l'ouvrage qu'on a écrit avec Nadia Arab et Gilles Krag, un paysage cognitif, à la fois en faveur de la métropolisation et en faveur du projet urbain. Et il y a des cadres techniques, des cadres économiques, des cadres juridiques, des manières de faire qui se stabilisent au cours de cette période et qui, dans le fond, à partir des années 70, se rigidifient et deviennent quasiment des routines d'action. Et peut-être qu'on peut aussi questionner l'adaptation du projet urbain aux enjeux actuels, à cette forme de routinisation de la recette du projet urbain pour répondre
à la diversification des contextes d'action, aux nouvelles demandes sociales, on peut se poser la question de cette dimension-là. Mais en tout cas, il faut, derrière la figure du grand maire, du grand architecte, du grand maître d'ouvrage, il y a aussi la stabilisation donc, de ces pratiques opérationnelles au sein des bureaucraties locales et qui circulent. Par exemple, quand on analyse dans la durée le cycle du grand projet urbain lillois des années 90 jusqu'au début des années 2020, on voit la circulation de ces chefs de service entre institutions communales et intercommunales, entre les communes et les SEM. Et donc ça constitue un monde social très cohésif et qui font circuler les pratiques, par exemple les pratiques de l'urbanisme négocié qui passent d'une opération à une autre, d'une commune à une autre et qui organisent la coproduction publique-privée. Et dans le cas de l'agglomération de Lille, aussi une dimension, c'est la dimension du consensus politique, la construction d'un consensus politique dans une intercommunalité fragmentée, politiquement instable, a été majeure autour notamment de ce projet de métropolisation où c'est vraiment un travail de conversion à l'idée de métropole qui s'est effectué et qui a permis pendant 30 ans de dérouler un projet de territoire qui est à la fois ancré dans des projets urbains, dans des communes singulières, mais qui porte une vision globale de l'agglomération, et c'est une dimension importante. Madame, vous présentez et puis... Christine Azampo, coordination nationale des conseils de développement et vice-présidente du conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Dans vos exposés, donc, vous nous avez parlé du glissement du pouvoir central vers le pouvoir local, de révolution culturelle, d'émergence de nouveaux acteurs. Mais à aucun moment j'ai entendu parler du mot citoyen. Or, en 1999, les conseils de développement ont été instaurés par la loi Voynet. Ensuite, 10 ans après, ils ont été intégrés dans le Code général des collectivités territoriales. Et j'en ai pas entendu parler. Donc, pour vous, le citoyen, dans tout ça, quelle est sa place ? Je crois que mes camarades en ont parlé un peu indirectement, qu'ils ont parlé des mouvements sociaux, la Almaguer, etc. La place du citoyen, mais effectivement, ils n'ont pas parlé des institutionnalisations de la participation, mais leur intrusion dans le projet urbain, je crois qu'ils l'ont rappelé. Mais néanmoins, je vous laisserai répondre à cette question. Et en ayant une dernière, parce qu'en fait, on a là, si vous voulez bien, en une minute, c'est aussi le citoyen et le lien grand projet urbain, stratégie métropolitaine. Vous l'avez évoqué un petit peu chacun avec le développement économique, mais peut-être on peut réévoquer aussi ce lien. Enfin voilà, comment vous voyez cette intrusion-là. On recommence par toi, Gilles, vu que tu es loin, c'est plus facile pour toi de répondre directement. Enfin voilà, en plus je ne suis pas sûr que tu entendes tout. À toi, Gilles. Le son n'était pas très bon. Donc, la question est sur le lien entre projet urbain et stratégie métropolitaine. Oui, stratégie, oui. Oui. Alors, effectivement, moi, je crois qu'effectivement, ce lien est absolument central. Et même dans le cas de Lyon, que tu as présenté, par exemple, en début de présentation, où tu disais qu'il y avait peut-être un décrochage entre voilà, cette ville où on a pratiqué la planification stratégique avant tout le monde en France, hein, avec cette idée que on pouvait pas se contenter d'avoir un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il fallait aussi avoir un document de planification stratégique qui disait là où la ville, la métropole voulait aller dans un contexte beaucoup plus fluide, concurrentiel, etc. Alors, moi, je pense que quand même, effectivement, même si Pardieu, c'est plutôt un projet de l'État, et si Confluence, ça arrive après, il y a quand même la Cité internationale qui se situe un peu au milieu, et qui est d'une certaine manière une déclinaison en projet urbain d'une pensée stratégique, d'un projet de territoire qui émerge, notamment sous la houlette de l'agence Urba et de Lyon et de Jean Frébault, qui révolutionne la planification en la rendant plus stratégique, c'est-à-dire en disant
la planification n'a pas vocation uniquement à déterminer la destination de certains sols et la localisation de certains grands équipements, elle a aussi vocation à penser le positionnement d'une métropole de son économie et de ses avantages comparatifs dans un contexte concurrentiel. Et effectivement, ce lien, grande réflexion stratégique, projet de territoire et grand projet urbain, on le voit aussi très bien dans le cas nantais, où Jean-Louis Bilot l'a rappelé, hein, on ne peut pas comprendre le projet pour l'île de Nantes sans comprendre comment préalablement la question de l'estuaire de la Loire, de son état environnemental, de la question de la place du port dans l'économie locale a été pensée dans le cadre d'une coopération métropolitaine qui s'établit entre Nantes et Saint-Nazaire et qui débouche sur une réflexion stratégique sur qu'est-ce qu'on fait de l'économie locale suite au démantèlement des chantiers navals, en tout cas à Nantes, suite à la déprise d'un certain nombre d'activités, suite au constat d'un certain nombre de dégradations environnementales de l'estuaire, etc. Et donc il y a un chaînage très net. Et ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est que d'une certaine manière, on a encore les grands projets urbains, puisqu'il y a une inertie qui fait que même si, alors ce sera l'objet peut-être des autres moments de la journée, mais si on a une espèce de critique qui s'adresse aux grands projets urbains comme étant des espèces de projets pharaoniques hors du temps, complètement anachroniques, et qui sont des coups partis de cette grande époque héroïque où on pensait stratégie, attractivité, etc. Donc ces grands projets sont toujours là. Par contre, ce qui a un peu disparu, c'est la pensée stratégique, la planification stratégique à l'échelle des métropoles. C'est-à-dire que, au nom d'une critique très légitime des agendas centrés sur les questions de compétitivité et d'attractivité, on a un peu abandonné la question qui est la question de savoir quelle place une ville, une métropole peut prendre d'un point de vue culturel, économique, social, dans un environnement qui est devenu beaucoup plus incertain du fait de la globalisation et dans lequel l'État n'est plus le garant qu'il était de la spécialisation économique de tel ou tel territoire. Voilà. Et ça, je pense que ça, disons on a jeté le bébé planification stratégique avec l'eau du bain projet urbain. Sauf que l'eau du bain projet urbain est toujours là et le bébé a disparu, si je peux me permettre. Merci Gilles, on voit bien la métaphore. Alors, je vous passe le micro. S'il vous plaît, monsieur. Bon, Simon Renat, je voulais poser une question. Comment vous expliquez, malgré toutes les transformations que vous avez développées, que le système politique et le mode électoral n'aient pas changé et que nulle part les métropoles, ça répond un peu à la question là, du Conseil de développement, que nulle part, sauf un peu à Lyon, on ait progressé dans l'élection des nouvelles structures intercommunales et donc que les bureaucraties se développent, mais que le système politique reste à côté. Merci. Je te laisse rebondir, Johan. Alors, pour répondre sur cette question, l'agglomération de Lille est un cas assez intéressant parce que la construction métropolitaine est à l'arrêt depuis 2014 à la suite de l'élection d'un président périurbain. C'est les périurbains qui ont pris le pouvoir sur les villes-centres. Et donc, on est plutôt dans un blocage de la construction métropolitaine, de la construction intercommunale. Et c'est aussi parce que il y a eu un double coup de boutoir, briser le consensus métropolitain qui était en partie dépolitisant dans l'agglomération de Lille en 2008, quand il y a une majorité socialiste qui est élue au Conseil métropolitain et une gouvernance politique qui se met en place. Et donc, des maires qui reprennent le pouvoir en 2014 et freinent toute logique d'intercommunalisation. Le pouvoir des maires s'est réaffirmé et l'intercommunalité est redevenue un simple guichet des projets des maires. Voilà, donc ça c'est... les maires
considèrent avant tout comme un levier pour garder des moyens et garder la mise en visibilité de leur action politique. Donc ça, c'est dans le cas de Lille, c'est assez bien documenté. Il y a plein d'autres cas au niveau national qui montrent à quel point l'intercommunalité est un instrument qui peut être à la fois vecteur de cohésion, de construction d'un projet stratégique, mais aussi de maintien des pouvoirs mayoraux extrêmement forts, où l'intercommunalité est en fait juste un jeu de délégation des moyens au service des projets des maires. L'outil a deux sens en fonction de ce qu'en font les élus. Du côté de la stratégie métropolitaine lilloise, je voudrais juste dire deux choses de mon point de vue. D'abord, c'est effectivement l'importance au cours des années 80 d'abord, il y a un projet d'État de métropolisation contre lequel se battent les élites à la fois politiques et économiques locales, qui se convertissent sous les effets de la crise et de la désindustrialisation dans les années 80, avec des rôles d'aiguillon que sont l'agence d'urbanisme de Lille, le rôle de Charles Gachelin, universitaire lillois, qui a beaucoup porté les questions de métropolisation et qui écrit des livres blancs pour le compte de l'agence d'urbanisme, et qui crée le modèle autour de la croissance, attractivité, métropolisation, excellence, qui sont ces 4 mots d'ordre qui vont structurer le projet métropolitain. Et puis, je voudrais juste souligner que sur la stratégie métropolitaine lilloise, Pierre Mauroy, en 1995, quand un an après la crise immobilière qui fait que Rallye est vide pendant un an, les bureaux, la tour du L est vide pendant un an, plus d'un an, entre 93 et 94. Et Pierre Mauroy dit, à l'élection municipale de 95, en faisant Euralille, j'ai conscience que je joue contre mon camp. Parce que maire socialiste, qui est là pour défendre les classes ouvrières, et c'est ce qu'il a défendu dès son élection de 1973, il sait que le projet de métropolisation, c'est transformer aussi les structures sociales de son agglomération. Et dans le projet stratégique de la métropole lilloise, il sait que le projet urbain peut être vecteur de phénomènes d'éviction, de promesses non tenues d'un point de vue de la solidarité territoriale. Et il y a un pendant au projet urbain de Rallye et des grands pôles d'excellence métropolitains qui structurent l'agglomération lilloise. Il y a le projet de la ville renouvelée, qui est un projet de solidarité territoriale. Et le mot d'ordre de ce projet de solidarité territoriale, c'est de dire une métropole européenne comme Lille ne pourra pas exister si 20% de la population de l'agglomération vit, entre guillemets, c'est le terme des élus, si on laisse vivre un Bronx sur notre territoire, avec l'image du ghetto sur l'ensemble du versant nord-est. Et donc, ces mécanismes entre projet urbain et solidarité territoriale, je trouve que c'était une originalité du projet métropolitain lillois et qu'on retrouve dans cette planification stratégique dans d'autres agglomérations. Et si on veut aussi retrouver un sens au projet urbain, c'est aussi de garantir ces effets indirects qui était au cœur de ses promesses, dispositif d'amorçage qui doit générer des effets transformateurs sur les tissus urbains environnants, sur la structure sociale de ces agglomérations, et donc avoir des effets d'entraînement. Si on ne garantit pas ces effets d'entraînement, eh bien, des promesses non tenues sont faites et une contestation nouvelle est effectuée, tant du point de vue du cadre de vie que du point de vue de ces structures socio-économiques. Tu as fait une belle conclusion. Je ne voudrais pas revenir en arrière, mais j'ai indiqué comment il me semblait que ces grands projets participaient ou même émanaient d'une vision stratégique de la métropole, des métropoles, tu l'as rappelé ici. Pour répondre à madame, je répondrai, le cas d'Île-de-France alors mériterait tout un débat. Je crois que c'est l'objet du contrepoint qui suit, parce que il y a un endroit où il n'y a pas d'expression citoyenne de la vision métropolitaine, c'est bien l'Île-de-France. Ailleurs, il y a de véritables débats. Vous imaginez pas, quand on est plongé dans ces métropoles, il y a des débats très forts et souvent les élections se sont jouées sur ces projets. Notamment, tu l'as cité, sur Euralille. Mais je voudrais signaler juste simplement, brièvement, pour conclure deux idées. D'une part, on a dit que les projets, les structures se sont rigidifiées, certes,
mais puisqu'il y avait souvent des outils dédiés qui avaient été créés, qui étaient très innovants, que ce soit Bayetto, que ce soit Terry, que je cite quelques exemples, avec vraiment ça faisait ça turbinait et bousculait le système. Le système s'est rétabli, c'est normal, mais je voudrais dire que les grands projets sont une base encore de développement, car très souvent, ils ont une programmation survitaminée. En réalité, il y en a pour 50 ans, surtout dans les métropoles provinciales. Tu as signalé que les tours d'Euralille étaient vides. Euralille, en partant, j'ai fait un projet Euralille 3000 qui n'est toujours pas réalisé, pour couvrir le périphérique, pour densifier au centre, parce qu'Euralille est la moins dense des grandes opérations, bien qu'elle ait l'image la plus métropolitaine. Donc, il y a un réservoir potentiel et il y a un réservoir de transformation. Les grands projets peuvent s'adapter. Quand en 2000, je lance Euralille 2 et qu'on fait le bois habité, on est très en avance sur les projets qui se feraient aujourd'hui. Or, François Leclerc appelle ça, avec Terre, son projet, quand il gagne le projet, de loin en proche. On était loin dans Euralille, on était proche. Donc la même structure peut corriger sa vision ou compléter sa vision. Ça, je pense que c'est très vrai pour l'île de Nantes, qui a beaucoup évolué, qui intègre énormément aujourd'hui la dimension environnementale. Alors après, qu'est-ce qu'il a manqué? Est-ce qu'il y a des grands projets à faire aujourd'hui? Je pense qu'on est en train de revisiter les grands projets anciens, ceux des années 70 avec Dédale. Moi, avec mon équipe de Fabrique de la Ville, on travaille sur le centre de Cergy-Pontoise pour casser la dalle, voir comment on retrouve le sol. Idem à Noisy-Mont-d'Est. C'est la même chose à la Pardieu que la UC travaille. Donc il y a déjà une envie. La Défense va travailler à retransformer. Donc il y a les grands projets vont avoir une deuxième vie qui est très difficile. Et je pense qu'il y a encore vraiment des grands projets considérables autour de la transition écologique, que ce soit tous les projets qui sont liés autour de la transformation du bâti, que ce soit la réinsertion dans la société des quartiers en difficulté, parce qu'on n'en a pas parlé ici, mais ça m'a frappé quand je relisais les premiers travaux du club Ville-Aménagement, c'est que, si vous voulez, la force du management qui a été inventée dans les grandes opérations, elle n'a pas été inventée dans les quartiers en difficulté. C'est resté à côté. Il n'y a pas de grands projets des quartiers de ville dans le club Ville-Aménagement pendant très longtemps. Et quand j'étais directeur général de la SED, j'allais prêcher ça. J'ai fait avec Simon sur certaines parties de l'Île-de-France pour dire emparez-vous des grands projets. Ils méritent le même management, la même intensité de transformation. Donc tout ceci sont des choses qui sont devant nous et je pense que le bashing anti-grand projet comme anti-métropole qui quand même domine, le retour au municipalisme qui nous guette, à la commune, et pose un grave problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un grand discours sur le méta, la société, les grandes transformations, le changement climatique, Après, on arrive au micro. Alors c'est formidable, il ne faut plus construire, on va faire la ville du quart d'heure. Et au milieu, le macro, là où on décide, là où on peut tenir les choses et les transformer, ça n'existe plus. C'est ça qu'il faut retrouver, je pense. Merci beaucoup. Alors là, merci pour cette table ronde qui, alors effectivement, vous ouvrez sur le reste de la journée, c'est-à-dire grand projet urbain, peut-il se réinventer, où doit-on s'en passer et alors sous quelle forme? Mais je retiens quand même quelques éléments. Ce que je trouve, c'est qu'on a quand même caractérisé ce grand projet urbain, puis aussi signifié ces éléments de son essoufflement, sur plusieurs aspects, la routinisation à la fois intellectuelle et administrative de son pilotage dans beaucoup d'endroits, donc on y reviendra peut-être après. Deuxièmement, effectivement, vous ne l'avez pas dit, mais c'était évident dans votre propos, finalement ça s'adossait finalement à une conception du développement économique qui est dépassée aujourd'hui, puisque je dirais la tertiarisation de la société française est achevée, donc d'une certaine manière, aujourd'hui on voit bien que c'est plus du tout le sujet. Évidemment, les
les questions environnementales. Donc on voit bien, enfin, je trouve que là, on a aussi, je dirais, fait pointer un certain nombre d'éléments qui signalent finalement l'obsolescence d'un modèle. Et puis après, il nous reste toute la journée pour imaginer à quoi pourrait ressembler une nouvelle forme de pilotage de grands projets urbains, peut-être ce nom-là, mais en tout cas de transformation macro, comme vous dites, enfin de pilotage réel, des transformations réelles de la ville et pas simplement, je dirais, à la fois, enfin l'échelle intermédiaire entre la bordure de trottoir et la COP, quoi. Voilà, c'est bien ça qu'on essaie de trouver. Eh bien, merci beaucoup à vous.